J'ai découvert que mon mari avait créé un faux profil de veuf pour séduire des femmes riches. En ligne, l'odeur du parfum d'une autre femme imprégnait encore la fibre de son écharpe en cachemire, celle-là même que je lui avais offerte pour notre anniversaire, et ce parfum n'était pas le mien. Ce n'était pas juste une odeur, c'était une signature, une effraction brutale dans l'intimité de notre appartement parisien, une preuve froide et indéniable que mon existence entière n'était que décor de théâtre dont j'ignorais être la seule spectatrice. Avant que je ne vous raconte la suite, ce naufrage intime qui m'a dépossédé de ma propre vie, je dois vous dire quelque chose. Si vous vous sentez perdu, si le silence de celui qui partage votre lit vous semble soudainement trop lourd, trop étrange, ne restez pas seul avec ce poids. Abonnez-vous, partagez ce récit, laissez un commentaire. Nous sommes des milliers peut-être à porter ces masques de convenance, et parler est parfois le seul moyen de ne pas se noyer définitivement. Vos mots ici sont la seule bouée de sauvetage que j'ai trouvée dans cette tempête. Nous vivions, Marc et moi, dans ce que tout le monde appelait le bonheur parfait. Nous avions cet appartement dans le 7e, avec ses moulures haussmanniennes et cette lumière qui tombait si joliment sur le parquet en chêne en fait de journée. Il était architecte, un homme posé, réfléchi, de ceux qui semblent construire leur vie avec la même précision qu'ils dessinent des plans. Je travaillais dans la communication, une vie faite de deadlines et de cocktails feutrés, et nous étions ce couple que les amis enviaient, celui qui ne se dispute jamais, celui qui rentre ensemble après les dîners, celui dont on se demande s'il existe réellement une faille quelque part. J'étais amoureuse, au sens organique du terme. Cette dépendance douce, ce besoin de sentir sa main sur mon épaule quand je cuisinais, ce rituel de lui préparer son café noir sans sucre exactement comme il l'aimait. Je pensais que nous étions une forteresse. Le début de la fête n'a pas été un fracas mais un murmure. Marc a commencé à changer sans vraiment changer. Il était toujours là, toujours présent à table, mais son esprit, lui, s'était évaporé ailleurs. Il restait tard au bureau, prétextant des projets complexes, des clients exigeants basés à Genève ou à Londres. Je ne posais pas de questions, par confiance, par cette sorte de paresse intellectuelle qu'on a quand on refuse de voir le danger qui approche. Je me disais qu'il était sous pression, qu'il voulait nous offrir cette maison de vacances dans le Luberon dont nous parlions depuis des années. J'excusais ses absences, ses silences prolongés devant son écran, le fait qu'il verrouille son téléphone quand il se levait pour aller chercher un verre d'eau. Je justifiais tout avec une loyauté presque pathologique. Je me disais que l'amour, c'était aussi laisser à l'autre ses zones d'ombre, que vouloir tout posséder, c'était risquer de tout étouffer. Pourtant, le doute est une graine vicieuse. Il finit toujours par germer. C'était un mardi soir, pluvieux, de ceux où le ciel parisien semble s'écrouler sur les toits de Zeg. Marc était sorti pour un dîner d'affaires. J'étais restée seule, à lire dans le salon, quand son ordinateur, resté ouvert sur la console, a émis une notification. Je ne suis pas une femme jalouse, ou je ne pensais pas l'être. Mais la curiosité est un poison puissant. Je me suis approchée, juste pour fermer l'onglet, pour éviter que la lumière de l'écran ne me dérange. Et là, dans un coin de l'interface, un message s'est affiché flottant comme un spectre. Mon cher amour, ta solitude me touche tant, j'aimerais tellement pouvoir t'apaiser ce soir. Mon cœur a manqué un battement, un seul. Puis il s'est remis à battre avec une violence insensée, cogné contre mes côtes comme un animal pris au piège. Je n'ai pas hésité, j'ai cliqué. Ce n'était pas un courriel professionnel, c'était une messagerie privée sur un site de rencontres ultra sélectif, un de ces sites réservés à une élite qui cherche des histoires discrètes. Le profil qu'il utilisait n'était pas le sien, ou plutôt c'était le sien mais réinventé. Marc, le mari aimant, le mari présent, s'était métamorphosé en un certain Julien. Veuf, la quarantaine distinguée, ancien diplomate, cherchant une âme sœur pour partager ses soirées dans des hôtels particuliers du XVIe. La photo de profil était la sienne, mais avec ce petit changement, cette mélancolie faite dans le regard, ce costume qu'il ne portait jamais, cette aura de tragédie romantique qui rendait les femmes folles de compassion. Je parcourais les messages, et mes mains tremblaient au point que je pouvais à peine scroller. Il n'y avait pas qu'une femme, il y en avait une dizaine. Julien, le veuf éploré, consolait des femmes d'affaires, des héritières, des veuves fortunées, leur promettant une écoute qu'il ne m'accordait plus depuis des mois. Je lisais ses déclarations, ses serments de fidélité qu'il leur faisait, ses promesses de dîner à la bougie, de voyage à Venise, de futurs communs. Chaque mot était une gifle, chaque phrase une trahison plus profonde que la précédente. Il jouait leur détresse comme on joue d'un instrument. Il exploitait leurs besoins d'amour avec une précision chirurgicale, leur soutirant parfois des confidences, parfois de l'argent, sous couvert de problèmes d'investissement ou d'héritage bloqué. Le monstre était mon mari. Mon époux, celui que j'embrassais chaque matin, était une fiction. L'appartement semblait se rétrécir. Les murs, avec leur moulure que j'aimais tant, me semblaient soudain oppressants,
comme si la maison elle-même était complice de cette mascarade. Je me suis assise dans le fauteuil, le souffle court, incapable de pleurer, incapable de crier. Tout ce que nous avions construit, toutes nos années partagées, tous ces souvenirs de vacances à la mer, ces soirées de rire, ce quotidien si banal et si doux, tout cela venait d'être réduit en cendres par un simple mot de passe. Comment avait-il pu? Comment avait-il pu rentrer chez nous, me prendre dans ses bras, me dire qu'il m'aimait, alors qu'il venait de passer sa journée à séduire, sous un nom d'emprunt, une femme qui cherchait sans doute autant que moi à ne plus se sentir seule? La haine, une haine froide, une haine de femme blessée mais lucide, a commencé à remplacer la stupeur. Je n'étais plus la femme qui attendait son mari avec le dîner. J'étais devenue une observatrice, une enquêtrice de ma propre ruine. J'ai commencé à copier les conversations, j'ai pris des captures d'écran de tout, de ses manipulations, de ses mensonges, de la manière dont il dépeignait sa vie de veuf, avec une éloquence qui me donnait envie de vomir. Il parlait de moi, ou plutôt de mon absence, comme d'une plaie béante qu'il ne parvenait pas à refermer, alors que j'étais là, juste de l'autre côté de la porte. Il utilisait notre existence pour construire son piège. Il se servait de notre amour pour justifier son besoin de pitié chez les autres. La porte d'entrée a soudainement tourné, le bruit de la clé dans la serrure m'a glacé le sang. Il rentrait, je n'ai eu que quelques secondes. J'ai refermé l'ordinateur, le cœur battant dans mes tempes comme un tambour de guerre. Il est entré, sentant le tabac froid et le parfum que j'avais identifié un peu plus tôt. Il m'a souri, ce sourire qu'il réservait à ses proies, ce sourire qui jusque-là m'avait toujours rassuré. Il s'est approché de moi, m'a embrassé sur le front, m'a demandé si ma journée avait été longue. Sa voix était douce, posée, presque mélodieuse. Il ne se doutait de rien. Pour lui, j'étais toujours la femme crédule, la compagne loyale, la base arrière de ses aventures criminelles. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie », a-t-il dit en retirant sa veste. J'ai senti une nausée immense monter en moi. J'ai dû me retenir de lui hurler la vérité au visage, de lui jeter l'ordinateur à la figure, de le démasquer ici maintenant dans notre salon, mais quelque chose m'a retenu. Une petite voix, peut-être celle de ma survie, m'a murmuré que si j'agissais par épulsion, je perdrais tout. Je devais comprendre pourquoi. Je devais voir jusqu'où il irait, jusqu'à quel point ce Julien, ce veuf imaginaire, pouvait engloutir l'homme que j'avais épousé. Je devais démanteler son œuvre, brique par brique, avant de faire s'écrouler tout l'édifice. Oui, un peu fatigué, Marc, ai-je répondu, ma voix ne trahissant rien de la tempête qui ravageait mon âme. Il est allé se servir un verre de vin, je l'ai observé de loin. Il semblait si normal. C'est là que j'ai compris l'horreur de la situation. On peut vivre 10 ans avec un étranger sans jamais s'en rendre compte. Il a sorti son téléphone de sa poche, a envoyé un message rapide, sans doute à l'une de ses amies virtuelles, et a rangé l'appareil avec un petit sourire satisfait. Il était en train de chasser chez nous pendant que je le regardais. Il était là présent et pourtant il n'était nulle part. Je me suis levée, je suis allée vers la cuisine, prétextant besoin d'eau. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à noter les heures de ses connexions. Je savais que les jours qui allaient suivre seraient un calvaire. Je savais que je devrais jouer la comédie, porter ce masque de femme amoureuse, subir ses caresses, écouter ses mensonges sur sa journée de travail, tout en sachant qu'il était en train de me trahir à chaque seconde, de vendre notre vie en pièces détachées. C'était une descente aux enfers, et j'allais devoir la parcourir jusqu'au bout. Le lendemain, la routine a repris comme si de rien n'était. Il est parti au bureau, m'a embrassé, m'a promis de rentrer tôt, je savais qu'il mentait. J'ai passé la journée à suivre les traces de Julien sur le net. J'ai trouvé des forums, des témoignages de femmes qui s'étaient fait piéger par lui, qui avaient cru à ses belles paroles, à sa souffrance faite. Certaines avaient perdu beaucoup plus que de l'affection. Certaines avaient été escroquées, ruinées, détruites psychologiquement par cet homme qui n'avait rien de l'architecte brillant que tout le monde admirait. J'étais en train de découvrir un prédateur. Et le prédateur dormait dans mon lit. Chaque message que je découvrais était un coup de poignard, mais chaque découverte était aussi un pas de plus vers ma liberté. Je ne suis pas une victime. Je ne serai jamais une victime. Je suis une femme qui a été trahie, mais qui a décidé de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Alors que je fouillais dans les dossiers cachés de son ordinateur, je suis tombée sur quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Une liste de noms, de dates, de sommes d'argent, une comptabilité macabre de sa double vie. Et en bas de cette liste, un dossier nommé « Projet final », je l'ai ouvert. Ce n'était pas un projet professionnel. C'était un plan pour quitter le pays, pour tout vendre, pour liquider nos codes communs, pour disparaître. Il avait tout prévu. Il était en train de préparer son départ. Il ne m'aimait plus, il ne m'avait peut-être jamais aimé, ou du moins, il ne m'avait jamais considéré comme autre chose qu'un obstacle, ou une ressource à épuiser avant la fuite. Il planifiait de me laisser seule, ruinée, avec les dettes qu'il avait contractées en mon nom sous des prétextes fallacieux. Je suis restée figée devant l'écran, la lumière bleue me découpant le visage dans l'obscurité de la chambre. Les larmes en fait ont coulé,
Pas des larmes de tristesse mais des larmes de rage, une rage pure et incandescente. Il n'allait pas s'en sortir, il ne gagnerait pas. Je n'allais pas être le dommage collatéral de ses ambitions pathologiques. Je commençais à comprendre que ce n'était pas seulement une affaire d'infidélité, c'était une affaire de survie. Marc est rentré plus tard ce soir-là. Il était inhabituellement joyeux, presque léger. Il a apporté des fleurs, des lys blancs, ce que je déteste, ceux qui sentent le cimetière. Il a mis de la musique, du jazz, celui que nous écoutions au début de notre rencontre. Il a voulu ouvrir une bouteille de champagne. Pour fêter notre amour, ma chérie, a-t-il dit, en me regardant avec cette intensité qu'il feignait à merveille. Je me suis demandé s'il savait que je savais, je me suis demandé s'il m'observait aussi, si je n'étais pas, moi aussi, la proie d'une chasse qu'il ne voulait pas encore achever. Nous avons dîné en silence, au silence lourd de secrets et de nodis. Il a parlé de l'avenir, de ce fameux voyage qu'il voulait faire en Grèce. Il détaillait les hôtels, les paysages, avec une précision qui m'a glacé le sang. Il me vendait du rêve alors qu'il préparait mon exécution financière et émotionnelle. Je hochais la tête, je souriais, je faisais semblant, j'étais devenue une actrice aussi douée que lui. J'ai porté à une toast à notre avenir, il a tréqué, ses yeux brillants d'une satisfaction qui m'a donné envie de hurler. Mais au moment où il a posé son verre, son téléphone a vibré, une fois, deux fois. Il a jeté un coup d'œil rapide, son visage s'est figé un instant, puis il a retrouvé ce masque de tranquillité. Un client encore, a-t-il dit en essayant de plaisanter. Je savais que c'était l'une d'entre elles. L'une de ces femmes qui l'abusait, qui le relassait, qui demandait des cotes. Il s'est levé disant qu'il devait passer un coup de fil urgent. Il est sorti sur le balcon, fermant la porte derrière lui. Je me suis levée doucement, mon cœur battait la chamade mais mes mains étaient fermes. Je savais que c'était le moment de franchir le point de non-retour. Je suis allée vers son téléphone, qu'il avait laissé sur la table. Il ne l'avait pas verrouillé par une confiance démesurée en sa propre intelligence. J'ai ouvert la messagerie. Il était en train d'écrire à une femme richissime, lui promettant de tout laisser tomber, de fuir avec elle dès la semaine prochaine. Il lui envoyait même les détails du transfert de fonds qu'il comptait faire depuis nos comptes conjoints. C'était la preuve ultime. Le document bancaire, le plan de fuite, tout était là. J'ai pris mon propre téléphone, j'ai photographié chaque page, chaque transaction, chaque message incriminant. Je transférais tout sur un cloud sécurisé, inaccessible depuis son ordinateur. J'ai travaillé vite, avec une efficacité que je ne me connaissais pas. J'ai pris le contrôle de la situation. Alors que j'allais reposer son téléphone, la porte du balcon s'est ouverte. Il entrait, un air contrarié sur le visage, comme si la conversation ne s'était pas déroulée comme prévu. Il m'a regardé. Il a regardé le téléphone dans ma main. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu à ce geste, à cette seconde où le masque, en fait, allait tomber. Il a fait un pas vers moi, une lueur de méfiance dans les yeux. « Que fais-tu avec mon téléphone » a-t-il demandé, sa voix dépourvue de toute douceur, une voix tranchante, la voix du prédateur qui sent que sa proie est en train de lui échapper. Mon sang n'a fait que tour. J'avais la preuve, j'avais les armes, mais il était là, physiquement imposant, dangereux dans sa colère contenue. J'ai senti une peur primale me submerger, une peur que je ne pouvais pas cacher. Il s'est approché de moi, latement de cette manière qui m'avait tant plu autrefois, mais qui aujourd'hui ne m'évoquait que le danger mortel. J'ai reculé, mon Windows flirtant le mur. Il m'a bloqué, ses mains se posant de chaque côté de ma tête, sa respiration chaude effleurant mon visage. « Je t'ai demandé ce que tu faisais avec mon téléphone, ma chérie » a-t-il répété, un sourire cruel étirant ses lèvres. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière, que la femme que j'étais avant, la femme amoureuse et confiante, était morte, et qu'il ne restait qu'une seule issue. Je devais sortir de cette pièce, je devais sortir de cet appartement, je devais sortir de sa vie avant qu'il ne comprenne à quel point j'avais déjà gagné. Mais avant cela, je devais le regarder dans les yeux et lui dire tout ce que je savais. Je lisais Marc, ai-je répondu, ma voix tremblant à peine. Je lisais tout ce que tu caches à Julien. Son visage a changé de couleur. La surprise, puis la panique, et enfin une rage pure ont balayé son masque de bienveillance. Il a saisi mon bras, sa poigne se resserrant jusqu'à la douleur, et m'a tiré vers lui. Il n'y avait plus de jeu, plus de séduction, il n'y avait plus que la vérité crue, brutale, entre nous. Il allait faire quelque chose, je le savais, et moi, pour la première fois de ma vie, je n'avais plus peur. Parce que j'avais déjà tout ce qu'il fallait pour le détruire. La porte de l'appartement, juste derrière lui, a semblé se verrouiller toute seule, comme une prison dont nous étions les seuls occupants. Il m'a regardé et dans ses yeux, j'ai vu la faim, non pas la mienne, mais la sienne. Et c'est à cet instant précis que j'ai su que tout ce que j'avais fait jusqu'ici, toutes ces recherches, toutes ces preuves, n'étaient que le prélude à la véritable confrontation. Il m'a regardé avec une haine nouvelle, une haine qui confirmait tout ce que je savais sur sa nature réelle.
Tu crois que tu es la première, n'est-ce pas? A-t-il murmuré, sa voix n'étant plus que sifflement glacé. Tu crois que tu vas me dénoncer, que tu vas me briser? Tu n'es rien, tu n'as rien. Il ne savait pas. Il ne savait pas ce que j'avais en ma possession. Il ne savait pas que le jeu était déjà fini. Alors qu'il desserrait sa prise pour attraper mon téléphone, j'ai profité de cet instant de relâchement. J'ai réussi à me glisser sous son bras, j'ai attrapé mon sac à main, et j'ai couru vers la porte. Il a essayé de m'attraper, ses doigts frôlant mes cheveux, mais je suis sortie, claquant la porte derrière moi avec une force qui a fait trembler les murs de tout l'étage. Je me suis retrouvée dans le couloir, mon souffle court, mon cœur cognant comme jamais. Je n'ai pas pris l'ascenseur, j'ai dévalé les escaliers deux par deux, mes talons résonnant sur le marbre comme des coups de feu. Je n'avais aucune idée de où j'allais, je savais juste que je ne pouvais plus jamais revenir dans cet appartement. Je sortais dans la rue, la pluie tombant sur mon visage, mélangeant mes larmes à l'eau du ciel. Je me suis arrêtée un instant sous un porche, regardant l'immeuble, cette magnifique bâtisse haussmannienne qui abritait mon enfer. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas s'il allait me poursuivre, s'il allait essayer de m'arrêter, ou s'il allait simplement disparaître dans la nuit, en emportant avec lui les débris de notre vie. Tout ce que je savais, c'est que j'étais libre. Libérée du poids du mensonge, libérée du poids de cette mascarade. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé les fichiers que j'avais sauvegardés. La preuve de son crime, la preuve de sa trahison, la preuve de sa déchéance. Je me suis assise sur un banc dans un petit square à proximité, tremblante mais vivante. Je ne pouvais pas appeler la police, pas tout de suite, pas sans être sûre de ne pas être en danger. Mais je pouvais faire quelque chose d'autre, quelque chose qui allait changer le cours de son destin à jamais. J'ai ouvert le de ses profils, celui de Julian, et j'ai commencé à tout effacer, à tout dénoncer. J'ai envoyé les preuves au modérateur, au BOC, à certaines de ces victimes que j'avais pu identifier. Le mode de Julian, le veuf riche et distingué, a commencé à s'effondrer en temps réel sous mes yeux. Les messages de panique ont commencé à arriver sur son téléphone, que j'avais pu, par miracle, prendre avec moi dans ma fuite. Les menaces, les supplications, la confusion totale des femmes qui l'avaient piégé. C'était une symphonie de chaos, et j'en étais la chef d'orchestre. J'avais repris le contrôle. Je n'étais plus la femme trompée, j'étais celle qui rendait la justice. Mais alors que j'étais là, au milieu de la nuit épuisée, le téléphone de Marc a recommencé à vibrer. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher. Et si c'était lui, et s'il avait réussi à me tracer, j'ai fini par répondre, ma voix plus ferme que jamais, prête à affronter n'importe quoi. Marc, a demandé une voix féminine tremblante de l'autre côté de la ligne. C'est moi, j'ai reçu votre message. Pourquoi vous faites ça? On avait un projet, vous m'aviez promis. J'ai écouté cette femme, une femme qui ne savait pas qu'elle parlait à la femme de son prédateur, une femme qui était encore sous le charme de ce monstre. J'ai compris que ma mission était loin d'être terminée. J'avais encore tant de choses à faire, tant de vies à protéger de cet homme qui ne reculerait devant rien. Le silence s'est fait lourd entre nous, et c'est là, dans cette obscurité, que j'ai compris que le véritable combat ne faisait que commencer. Le cliffhanger de ma vie venait de se produire, et je savais, au fond de moi, que je ne pourrais jamais revenir à la normale. La question n'était plus de savoir s'il allait me retrouver, mais ce que je ferais quand il le ferait. Et à cet instant, je savais qu'il n'était pas le seul à être en danger. La voix de cette femme au téléphone, fragile et empreinte d'une dévotion dévoyée, a résonné dans mon âme comme le glas de mode que je ne reconnaissais plus. Elle était, comme moi, une pièce sur l'échiquier de Marc, une victime qui ne savait pas encore qu'elle était sur le point d'être sacrifiée. J'ai expiré longuement, sentant l'air humide de cette nuit parisienne remplir mes poumons d'une fraîcheur nécessaire. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer, un silence chargé de toute la vérité que j'avais accumulée ces dernières heures. Je me suis redressée sur ce banc, la pluie maculant mon visage, mais ma détermination, elle, restait intacte, presque brûlante. Je ne suis pas le monstre, lui ai-je finalement dit, ma voix calme, posée, dépourvue de toute agressivité inutile. Je suis celle qui partage sa vie, celle qui a découvert le gouffre derrière le masque de Julian. Vous ne parlez pas à un diplomate veuf, vous parlez à une femme dont le mari a pillé les rêves et l'avenir pour financer une illusion. Elle a poussé un petit cri, un souffle court qui trahissait sa terreur naissante. Elle n'y croyait pas, ou elle refusait d'y croire, s'accrochant désespérément à l'image d'Épinal que Marc avait patiemment sculptée pour elle. C'est là toute la perversité de son mécanisme, il ne vendait pas seulement de l'amour, il vendait au salut à des femmes qui en avaient besoin, et il les faisait payer au prix fort. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Il était inutile d'argumenter davantage, les preuves que j'avais compilées sur mon téléphone feraient le travail de conviction bien mieux que mes mots. Je me suis remise en marche, le pas lourd mais assuré. Je ne pouvais pas rentrer chez nous. Pas ce soir, pas avec cette rage qui bouillait dans mes veines.
J'ai erré dans les rues désertes du 7e, observant les lumières des appartements qui, comme le mien, abritaient sans doute des secrets bien gardés. Paris, la nuit, a cette beauté indifférente qui rend les drames humains si dérisoires et, paradoxalement, si étassément réels. Chaque pas sur le pavé mouillé me ramenait à la réalité de ma situation. Je n'avais plus de mari, je n'avais plus de foyer et pourtant je n'avais jamais été aussi vivante. C'est alors que mon propre téléphone, celui que Marc ignorait être le réceptacle de sa chute, a vibré avec une insistance frénétique. Un message de Marc. Une litanie de menaces à peine voilées qui me glaçait le sang tout en nourrissant mon désir de revanche. Tu penses avoir gagné, mais tu ne fais que déclencher une guerre que tu ne peux pas gagner. Reviens tout de suite ou tu verras ce dont je suis capable. Il ne jouait plus, le masque était tombé. Ce n'était plus Julien le veuf mélancolique qui parlait, c'était l'architecte froid, le manipulateur, celui qui avait tout planifié du premier dîner au dernier centime détourné. Il me craignait, cette simple pensée a été une victoire absolue. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui tremblais devant lui, c'était lui qui, quelque part dans notre appartement, commençait à réaliser que ses fondations ne tenaient plus debout. Je me suis réfugiée dans un petit café de quartier qui fermait ses portes, demandant un simple thé pour me réchauffer les mains. J'ai passé les heures suivantes à décortiquer les dossiers que j'avais copiés. Plus je lisais, plus l'étendue de sa duplicité m'apparaissait vertigineuse. Il ne s'agissait pas seulement de quelques liaisons. Il avait mis en place un système complexe de sociétés écrans, de placements douteux, utilisant l'identité de ces femmes pour blanchir des sommes colossales. Il était bien plus que séducteur, il était un criminel en col blanc, un homme qui avait transformé sa vie de couple en une couverture parfaite pour ses activités souterraines. Comment avais-je pu être si aveugle? Ou plutôt, comment l'amour avait-il pu m'aveugler à ce point, transformant les signaux d'alerte en preuve de son dévouement? Chaque message qu'il envoyait, chaque transaction bancaire que je traçais, révélait une nouvelle facette de cet homme que je pensais connaître mieux que moi-même. Il y avait des noms, des adresses, des détails sordides sur la manière dont il dépossédait ses femmes de tout ce qu'elles possédaient. J'ai découvert, avec une horreur glaciale, qu'il avait même utilisé les photos de notre propre mariage pour énoncer son deuil, montrant aux autres femmes des clichés de nous, prétendant qu'il s'agissait de sa défunte épouse. La nausée m'a reprise, une vague de dégoût si puissante que j'ai dû fermer les yeux pour ne pas m'effondrer là devant tous. Il avait souillé notre union, l'avait transformée en une mise en scène macabre pour mieux tromper ses proies. La nuit a fini par céder la place à une aube grise et pluvieuse. Je savais que je ne pouvais plus reculer, j'ai pris une décision irrévocable. J'allais contacter les autorités, mais pas de la manière conventionnelle. J'allais utiliser ses propres armes contre lui, exposer son réseau de mensonges aux yeux de tous, faire en sorte que son nom, son vrai nom, soit associé à la chute qu'il méritait. J'ai commencé à rédiger des courriers, des témoignages, à compiler les preuves pour les envoyer à un journaliste spécialisé dans les crimes financiers dont j'avais entendu parler lors de dîners modèles des mois plus tôt. J'étais devenue une machine à détruire, portée par cette colère froide qui est la seule compagne de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Soudain, une alerte est apparue sur mon écran. Un compte bancaire, le nôtre, celui que nous utilisions pour nos projets d'avenir, venait d'être vidé. Il était en train de tout liquider. Il ne cherchait pas à me récupérer, il cherchait à s'enfuir. Il savait que je n'allais pas me taire, alors il accélérait son départ, emportant avec lui les derniers vestiges de notre vie commune. J'ai ressenti un choc, une brève hésitation. Si je ne faisais rien, il partirait avec tout, il disparaîtrait dans la nature, laissant derrière lui des victimes ruinées et une femme brisée. Mais je pouvais encore l'arrêter. J'avais accès aux mots de passe de ses comptes, j'avais ses preuves, j'avais tout ce qu'il fallait pour geler ses actifs en temps réel. J'ai commencé à transférer les fonds non pas vers mes comptes, mais vers les comptes des victimes que j'avais identifiées, une opération risquée, illégale peut-être, mais tellement juste. C'était une redistribution forcée, une manière de réparer, du moins en partie, les dégâts qu'il avait causés. Alors que je finalisais la dernière transaction, mon téléphone a vibré une fois de plus. Un appel vidéo, de Marc. J'ai hésité, la main tremblante au-dessus de l'écran. Pourquoi m'appelait-il? Est-ce qu'il savait? Je n'ai pas décroché, mais j'ai laissé l'appel sonner, observant son visage sur l'écran, un visage déformé par la rage, un visage que je ne pouvais plus regarder sans éprouver un dégoût immense. Il a cessé d'appeler, mais un message est arrivé instantanément. Une photo de notre appartement saccagé et retourné, et au milieu de ce chaos, une lettre, ma lettre d'adieu que j'avais écrite des années plus tôt, dans un moment de doute que j'avais oublié dans le fond de tiroir. Il l'avait trouvée. Il s'en servait contre moi, menaçant de la rendre publique, de transformer ma détresse en une preuve de mon instabilité mentale pour discréditer tout ce que je dirais contre lui. Il était prêt à tout, même à détruire ma réputation, à me traîner dans la boue pour sauver sa propre peau.
Il pensait que j'avais peur de la vérité, que j'avais honte de mes propres faiblesses. Mais il ne comprenait pas une chose fondamentale. Il ne comprenait pas que la femme qu'il avait en face de lui n'était plus celle qui avait écrit ces lignes. Celle qui avait écrit cette lettre cherchait son approbation, craignait son jugement, s'inquiétait de ne pas être assez pour lui. Celle qui était là, ce matin sous le ciel gris de Paris, n'attendait plus rien de lui. Elle avait franchi le miroir. Elle ne craignait plus le regard des autres, car elle savait désormais qui elle était, et surtout qui il était. Je suis sortie du café, le vent fouettant mon visage, une sensation étrange de liberté m'envahissant alors que je marchais vers la préfecture de police. Chaque pas était une affirmation. Je n'allais pas me cacher. J'allais affronter la tempête. Je savais que la route serait longue, que le chemin vers la vérité serait semé d'embûches, que Marc ferait tout pour me détruire, mais je n'étais plus seule. J'avais la vérité avec moi. Et la vérité dans ce mode de mensonge est une arme plus puissante que n'importe quel plan d'architecte. C'est alors que j'ai aperçu une silhouette, au loin, sur le trottoir d'en face. Une silhouette familière, reconnaissable entre mille marques. Il était là, immobile, m'observant. Il ne m'avait pas vu ou peut-être qu'il attendait de voir ce que j'allais faire. Il semblait plus grand, plus menaçant que jamais, mais en le regardant je n'ai ressenti aucune peur. J'ai ressenti une pitié immense. Il était seul, prisonnier de son propre mensonge, condamné à errer dans les décombres de sa propre vie. Il n'avait plus rien même s'il ne s'en rendait pas encore compte. Je me suis arrêtée. Nos regards se sont croisés, un instant suspendus dans le tumulte de la ville. Il a fait un pas vers moi, un pas hésitant, presque suppliant. Le masque vacillait. Je savais ce qu'il allait faire. Il allait essayer de m'amadouer, de me convaincre une dernière fois, d'utiliser ces mots, ces silences, cette emprise qu'il avait sur moi pour me faire reculer. Il pensait qu'il avait encore un pouvoir. Il ne comprenait pas que le lien était rompu, que le fil était tranché. Je n'ai pas attendu qu'il s'approche davantage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro que j'avais mémorisé. C'était le moment. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, le regard toujours fixé sur le ciel. Il s'est figé réalisant ce que j'étais en train de faire. Son visage a basculé dans une terreur pure, une terreur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il a essayé de courir vers moi, de m'arracher le téléphone, mais il était trop tard. La voix de l'officier a résonné dans le cabinet. « Allô, police, je vous écoute ?» J'ai ouvert la bouche pour parler, pour dénoncer, pour mettre fin à cette mascarade. Mais juste avant que je ne puisse prononcer le moindre mot, j'ai entendu un bruit sourd, métallique venant de derrière lui. Une voiture, faussant à toute allure, a dérapé sur la chaussée mouillée, manquant de le percuter de plein fouet. Le choc a été violent, un vacarme de métal froissé et de verre brisé. Marc a été projeté au sol, son téléphone tombant de sa main, glissant sur le bitume jusqu'à mes pieds. Je suis restée là, pétrifiée, le téléphone toujours à mon oreille, la voix de l'officier demandant encore et encore ce qui se passait. La scène devant moi était irréelle, un tournant si brutal que mon esprit peinait à le saisir. Marc gisait là, inerte, sur le trottoir. La foule commençait à se rassembler, des cris, des sirènes au loin. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cherché à courir vers lui. J'ai simplement regardé son téléphone, celui qui contenait toutes ses preuves, tous ses secrets gisant là à quelques centimètres de moi. Un homme s'est approché, un passant inquiet, essayant de porter secours à Marc. Il a ramassé le téléphone, l'a regardé avec confusion, ne sachant pas quoi en faire. « Est-ce que quelqu'un connaît cet homme ?» a-t-il crié. Je suis restée là, silencieuse, une spectatrice de mon propre destin. Marc, le manipulateur, le prédateur, était là, vulnérable, dépendant de l'aide des autres. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait presque insupportable. L'officier de police à l'autre bout du fil continuait de me parler, sa voix pressante, m'interrogeant sur l'urgence de la situation. J'ai regardé Marc, puis le téléphone, puis l'homme qui le tenait. J'ai compris que si je ne faisais rien, les preuves disparaîtraient dans la confusion, dans le chaos des secours, dans le sac des effets personnels de la victime. Marc mourrait peut-être en apportant ses secrets avec lui, ou il survivrait pour recommencer, pour se réévater, pour tromper encore et encore. Je devais faire un choix déchirant. Secourir l'homme que j'avais tant aimé, celui qui avait brisé ma vie, ou saisir l'opportunité de mettre fin, une fois pour toutes, à son emprise. J'ai posé mon téléphone, j'ai pris une grande inspiration, et je me suis dirigée vers l'homme qui tenait le téléphone de Marc. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était plus clair qu'il ne l'avait jamais été. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, je ne savais pas si je survivrais aux conséquences de mes actes, mais à cet instant, je savais que j'allais prendre ce téléphone. Alors que je tendais la main vers l'inconnu pour récupérer l'appareil, une main a surgi de la foule et a saisi le téléphone en premier. C'était une femme, le visage pâle, les yeux remplis d'une haine farouche. Je l'ai reconnue. C'était l'une des victimes, l'une de celles dont j'avais découvert les messages, l'une de celles qui l'avaient ruinée. Elle a regardé le téléphone, puis elle a regardé Marc au sol, et enfin elle a levé les yeux vers moi. Un échange de regards, une compréhension mutuelle qui nous liait dans ce moment de chaos.
elle a serré le téléphone contre elle et, sans dire un mot, s'est engouffrée dans la foule, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Marc, toujours au sol, a ouvert les yeux. Il a cherché quelque chose autour de lui, un regard, un secours, et quand il a croisé le mien, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une terreur, une reconnaissance et peut-être, pour la première fois, une véritable compréhension de ce qu'il avait perdu. Il a essayé de dire quelque chose, un nom, un mot, mais seul un gémissement a franchi ses lèvres. Les sirènes des pompiers ont envahi l'espace, le son devenant assourdissant, marquant le début d'une nouvelle réalité. Je me suis reculé, laissant les secours s'occuper de lui. Je n'avais plus rien à faire ici. La preuve n'était plus entre mes mains, elle était quelque part dans la ville, dans les mains d'une autre femme, tout aussi blessée que moi. J'ai réalisé que je ne serais jamais celle qui mettrait un terme à ce calvaire, du moins pas de la manière que j'avais imaginée. J'avais ouvert une boîte de Pandore et je ne pouvais plus la refermer. Je marchais dans la rue, seule, réalisant que le combat n'était plus contre Marc, mais contre le chaos que j'avais moi-même déchaîné. La pluie redoublait d'intensité, lavant les traces de l'accident, effaçant les derniers vestiges de notre vie commune. J'ai continué à marcher, sans destination précise, réalisant que chaque pas m'éloignait davantage de l'homme que je connaissais, mais m'entraînait aussi vers un inconnu encore plus sobre. Quelque chose, au fond de moi, me disait que la vérité ne resterait pas cachée, que le destin, sous une forme ou une autre, finirait par triompher. Mais en cet instant, je ne savais pas si j'étais prête pour ce qui allait suivre. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un message de ma banque, un message d'alerte. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mes comptes depuis une adresse IP située à l'étranger. Une tentative de piratage en bonne et due forme. Marc avait-il prévu une porte de sortie? Avait-il des complices, des alliés dans l'ombre qui continueraient son œuvre, même s'il lui était hors de combat? La question m'a glacé le sang, ouvrant une perspective encore plus terrifiante. Ce n'était pas un homme seul que j'avais combattu, c'était un réseau, une organisation, un système dont les racines plongeaient bien plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Je me suis arrêtée devant une vitrine sobre, regardant mon reflet, une étrangère dans la lumière des réverbères. La femme qui me regardait n'était plus celle d'hier. Elle était marquée, fatiguée, mais ses yeux contenaient une détermination farouche. Je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Je savais que le mode n'était pas ce que je pensais, et que ma vie n'était que chapitre d'une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus sobre. Je me suis retournée pour reprendre ma marche, quand une silhouette a surgi de l'ombre, une silhouette familière, trop familière. C'était lui, Marc. Mais ce n'était pas possible. Il était au sol, gravement blessé. Ou du moins c'est ce que je croyais. Il m'a regardé avec un sourire, ce sourire que je connaissais si bien, ce sourire qui m'avait tant plu autrefois, et qui maintenant me paraissait être le sourire de démon. « Tu pensais vraiment que c'était fini, ma chérie ?» a-t-il dit, sa voix résonnant dans la nuit glaciale, inhumaine. Mon cœur a manqué un battement. Il était là devant moi, Edem vivant réel. L'accident, le choc, la foule, tout n'était qu'une mise en scène, une distraction pour me faire baisser ma garde. Il ne jouait plus, il ne me manipulait plus, il était en train de m'exposer à la réalité de son jeu. Un jeu dont je n'étais pas la gagnante, mais la cible. À cet instant précis, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'échapper. Qu'il m'avait déjà piégé, et que tout ce que j'avais fait n'avait été qu'une partie de son plan, un plan si diabolique que je n'avais aucune chance de le déjouer. Il s'est approché de moi, pas à pas, sa présence envahissant l'espace, étouffant l'air autour de moi. Je n'avais nulle part où fuir, nulle part où me cacher. J'étais seule au milieu de la nuit, avec le monstre que j'avais épousé. Il a tendu la main vers mon visage, effleurant ma joue avec une douceur qui m'a glacée jusqu'au sang. « On ne quitte jamais vraiment ce qui nous définit, ma chérie », a-t-il murmuré, sa voix n'étant que souffle, une promesse de ce qui m'attendait. Et c'est alors que, dans un geste que je n'aurais jamais cru possible, il a sorti quelque chose de sa veste, quelque chose qui a fait briller la lumière des réverbères, quelque chose que je n'avais que trop bien appris à craindre. Le cliffhanger de ma vie, ce moment ultime où tout bascule, venait d'arriver, et je savais avec une certitude absolue que ma survie ne dépendait plus de moi, mais de ce qu'il déciderait de faire à l'instant même. La fin du jeu était proche, et je savais que le prochain acte serait le dernier. La lame a sétillé, une courbe d'acier froid qui a coupé le souffle de la nuit. Elle n'était pas dirigée vers moi pour me blesser physiquement, mais pour lacérer le dernier fil de ma résistance. Marc, cet homme que j'avais cru être le port d'attache de mon existence, se tenait là, dans cette ruelle sobre du 7e arrondissement, avec une assurance qui me donnait la nausée. Ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, étaient devenus des puits sans fond, dépourvus de toute humanité, des miroirs de pure cruauté. J'ai reculé de pas, mon endos rencontrant la rugosité humide du mur en pierre, mais je n'ai pas crié. Ma gorge était nouée, non par la peur, mais par une colère si ancienne et si profonde qu'elle en devenait une seconde peau.
Tu te trompes, Marc, ai-je murmuré, ma voix tremblant à peine, révélant une puissance que je ne me soupçonnais pas. Tu penses que ce morceau de métal est la fée, que tu as le contrôle parce que tu maîtrises les orbres. Mais tu as oublié une chose essentielle, c'est moi qui ai choisi d'entrer dans ta vie, et c'est moi, aujourd'hui, qui choisis d'en sortir. Tu n'es rien d'autre qu'un acteur sur une scène vide, un homme qui s'est perdu dans ses propres décors. La vérité n'est pas entre tes mains, elle est dans le silence que tu ne peux plus étouffer. Il a ri un son sec, presque mécanique, qui a résonné contre les façades haussmanniennes. Il s'est approché, sa main saisissant mon manteau avec une brusquerie qui m'a forcé à le regarder dans les yeux. Il voulait voir la défaite. Il voulait voir cette lueur de terreur que chaque femme, avant moi, avait dû manifester dans ses bras. Mais je n'ai pas détourné le regard. Je me suis ancré dans cette douleur, je l'ai laissé irriguer mes membres comme une drogue, jusqu'à ce que je ne ressente plus que la froide nécessité de ma propre survie. J'ai porté mes mains à son visage, non pour le caresser, mais pour sentir la texture de ce mensonge qu'il portait comme une armure. J'ai enfoncé mes ongles dans sa peau, juste assez pour qu'il vacille, pour qu'il comprenne que la proie était devenue le prédateur. La ruelle semblait se contracter autour de nous. J'ai senti le poids de mon téléphone dans ma poche, la preuve ultime, les dossiers, les noms, les virements, tout était là, numérique, prêt à être envoyé. Si je mourrais ici, si le fer entrait dans ma chair, la vérité serait postée automatiquement à l'aube sur chaque serveur, chaque réseau, chaque destinataire que j'avais programmé. J'ai souri, un sourire vrai, triste mais libérateur. Tu ne m'as pas piégé, Marc, tu m'as seulement appris à devenir une meilleure joueuse. J'ai déjà gagné que tu le saches ou non. Le rideau est en train de tomber, et peu importe ce que tu fais ce soir demain, tu seras le nom qu'on efface, le fantôme de passé qui n'aura jamais existé. Il a hésité. Cette fraction de seconde, ce battement de cils où sa confiance a vacillé, a été le moment le plus victorieux de toute ma vie. Il a vu dans mes yeux que je ne bluffais pas, que j'étais prête à tout perdre, y compris mon souffle pour le voir s'écrouler. Il a lâché prise, le métal tombant au sol avec un bruit mat et signifiant. Le silence est revenu lourd, pesant mais purifié de ses manipulations. Il n'était plus qu'un homme ordinaire, pathétique dans sa rage et puissante. Il a reculé, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une réalité qu'il ne pouvait plus fuir. J'ai sorti mon téléphone et, sous ses yeux, j'ai cliqué sur le bouton final. Le transfert était lancé. Le réseau qu'il avait mis des années à bâtir était en train d'être démantelé, octet par octet. J'ai regardé le code à rebours sur l'écran, ce petit pourcentage qui m'ôtait, marquant la fin de mon emprisonnement. Il m'a regardé, non plus avec mépris, mais avec une forme d'effroi pur, celui de l'homme qui voit son œuvre réduite en cendres par celle qu'il croyait adopter. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Les mots étaient devenus des outils obsolètes. Je me suis détourné de lui, marchant vers l'extrémité de la ruelle, vers la lumière crue des réverbères de l'avenue. Mes jambes étaient lourdes, chaque muscle protestant, mais mon esprit flottait dans une sérénité absolue. Je n'ai pas entendu ses pas derrière moi, je n'ai pas senti son souffle, et je n'ai pas attendu qu'il m'interpelle. Il était resté dans l'ombre, là où il appartenait désormais. J'ai marché longtemps, sans but, observant la ville qui s'éveillait doucement, les balayeurs, les premiers bus qui traversaient les ponts de la Seine, la vie qui, malgré tout, continuait de battre son plaid sous les différences du ciel. Je suis rentré dans un hôtel, n'importe lequel, loin de notre appartement, loin de ce passé qui était devenu un champ de ruines. Je me suis allongé sur le lit, la blancheur des draps contrastant avec la grisaille de mon âme. J'ai fermé les yeux non pour dormir mais pour écouter le silence. En fait, le vrai silence. Celui qui ne cachait aucun secret, aucune trahison, aucune mise en scène. J'étais seule, pour la première fois depuis des années, et cette solitude qui m'avait tant effrayée m'apparaissait maintenant comme la plus précieuse des libertés. Le lendemain, les journaux parleraient de la chute, de l'enquête, de l'effondrement d'un empire bâti sur des mensonges. On découvrirait les visages des femmes, les histoires, les vies brisées et mon nom peut-être sortirait du lot, non plus comme l'épouse de, mais comme la femme qui avait eu le courage de briser le miroir. Mais cela m'importait peu. La reconnaissance des autres n'était que bruit de fond. Ce qui cotait, c'était ce sentiment ici dans ma poitrine, une chaleur qui commençait à chasser le froid polaire qui m'habitait. J'ai regardé ma main. Elle ne tremblait plus. Les égratignures sur mes doigts, le souvenir de cette lutte s'effacerait mais la cicatrice, elle resterait, pas comme une marque de douleur mais comme un sceau, le sceau de celle qui a traversé l'enfer et en est revenue, pas pour se reconstruire sur les décombres, mais pour bâtir quelque chose de neuf, de totalement libéré. Je n'étais pas une victime, je n'étais pas une survivante. J'étais tout simplement une femme qui s'était retrouvée. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux, traçant des sillons dorés sur le sol. J'ai pris une profonde expiration, sentant l'air remplir mes poumons avec une plénitude nouvelle. Le passé n'était plus qu'une ombre s'étirant derrière moi, prête à se dissiper sous les rayons du soleil. J'ai posé la main sur mon cœur, sentant chaque battement régulier, calme, déterminé.
Je ne savais pas où ce nouveau jour me mènerait, ni quel défi m'attendrait sur ce chemin encore vierge. Je savais seulement que, pour la première fois, le pas que j'allais faire serait le mien, et que personne, absolument personne, ne pourrait jamais plus me dicter la direction à prendre. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de doute. Il y avait seulement cet horizon immense, ouvert, où je pouvais enfin exister sans masque, sans subterfuge, sans cette emprise qui m'avait si longtemps étouffé. J'ai souri à mon reflet dans la glace de la chambre, une inconnue aux yeux fatigués mais brillants d'une vie nouvelle. J'ai pris mes clés, celles d'une vie que je n'avais pas encore imaginée, et je me suis dirigé vers la porte. J'ai tourné la poignée, poussé le battant, et je suis sorti. Dehors, la ville m'attendait, immense et indifférente, prête à accueillir celle que j'étais en fait devenue. Le poids du mode avait disparu, laissant place à une légèreté presque vertigineuse. J'ai posé le pied sur le trottoir, humant l'air frais de ce matin de Paris, et j'ai commencé à marcher, lentement d'abord, puis avec une assurance qui semblait faire vibrer le bitume sous mes talons. Je ne me suis pas retourné, je ne me retournerai jamais. Le silence, en fait, était à moi. C'était un silence rempli de promesses, un silence où je pouvais enfin m'entendre respirer, où chaque souffle était une victoire, où chaque battement de cœur était un cri de liberté. Je marchais encore et encore, loin de lui, loin de tout, vers cet inconnu qui, pour la première fois, ne ressemblait pas à une menace mais à un cadeau. Je suis en fait arrivé, je suis en fait entière, je suis.